Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et là où l'apartheid, la discrimination raciale sévissent, il n'y a plus de justice. Et sans justice, il ne reste que la guerre. C'est pourtant au sortir de l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale que les Nations Unies naissantes ont réaffirmé les principes fondamentaux des droits de l'homme. Pour veiller à leur respect, elles se sont dotées à Genève d'un comité permanent dont l'un des plus ardents défenseurs, le sociologue suisse Jean Ziegler, est le vice-président. Les droits de l'homme sont nés en Occident. La première déclaration des droits de l'homme, c'est celle américaine, Philadelphie, des Founding Fathers, 1776, 4 juillet 1776, rédigée par Benjamin Franklin, par Thomas Jefferson. Premier article, The Right to the Pursuit of Happiness, le droit de rechercher le bonheur. Le premier droit de l'homme, c'est de rechercher son bonheur. C'est dans la déclaration américaine. Et si un État empêche l'homme de chercher son bonheur, il faut renverser le gouvernement. Ensuite, la déclaration de l'homme et du citoyen des révolutionnaires français de 1789, qui est pratiquement une copie de l'américaine, et ensuite la troisième, qui est la synthèse des deux, celle de 1948, 10 décembre 1948, proclamée à Paris aussi, des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au palais de Chaillot, les 51 États membres des Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration rédigée sous l'égide d'Eleanor Roosevelt, l'épouse du président américain. Le texte comprend 30 articles. Les 22 premiers déclinent les droits civils et politiques. Ils s'attachent principalement aux libertés individuelles et collectives. Ils sont votés avec l'aval des pays occidentaux, malgré les objections du bloc soviétique. Les articles suivants définissent les droits économiques, sociaux et culturels et reflètent une préoccupation de justice sociale. À l'inverse des précédents, ils ne seront adoptés que grâce à l'insistance de l'URSS et contre l'avis des États-Unis, qui ne s'intéressent qu'aux libertés politiques. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Il est vrai que géographiquement, historiquement, chronologiquement, c'est le rationalisme, ce sont les Lumières occidentales, pour aller très vite, qui ont produit les droits de l'homme comme concept. Durant les 4 décennies qui vont suivre, l'heure est à la guerre froide, avec pour conséquence de centrer le combat des droits de l'homme sur la seule défense des libertés civiles et politiques. Au départ, donc il y a 50 ans, en 1961, Amnesty International a un seul objectif, c'est la libération partout dans le monde des prisonniers d'opinion, des personnes qui sont détenues pour des raisons liées à leur conviction, à leur identité, et qui n'ont pas commis d'actes de violence, qui n'ont pas prôné l'usage de la violence. Un combat centré sur la liberté d'opinion qui s'élargit bientôt à la lutte contre la torture et la peine de mort. Des campagnes menées par Amnesty International et d'autres ONG de défense des droits humains qui portent leurs fruits avec la libération de prisonniers emblématiques. Au nom du gouvernement et du peuple du Canada, je suis heureux de vous accueillir dans votre nouveau pays. C'est ainsi que le plus ancien prisonnier politique du monde, Danilo Shumuk, arrive libre au Canada après 46 ans de goulag. C'est aussi la libération d'Alexandre Solzhenitsyn, d'Andrei Sakharov et de bien d'autres sortis des geôles du Chili ou du Maroc. Petit à petit, l'idée des droits de l'homme s'inscrit dans la marche du monde. Les idéaux de liberté passent le rideau de fer et percent le mur du silence des dictatures d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Amnesty International n'aurait pas pu naître dans le bloc soviétique ou dans un pays africain ou dans un pays asiatique. Amnesty International ne pouvait naître, opérer et prospérer que dans des pays où les libertés d'association, les libertés d'expression étaient garanties et où les classes moyennes avaient la possibilité de contribuer financièrement à une organisation ayant une portée universelle.
Pour pas mal d'Occidentaux, eh bien, l'Occident va imposer le respect des droits de l'homme partout. Parce que l'Occident pense toujours au respect des droits de l'homme ailleurs, chez les autres. Et il pense qu'il est porteur de cette mission historique. Une marche de l'histoire qui, au tournant des années 80-90, ne peut que réjouir les défenseurs des droits humains. 30 ans de combats acharnés semblent enfin porter leurs fruits. Les dictatures d'Amérique latine laissent la place à des démocraties. L'Afrique du Sud de Mandela met fin à l'apartheid. Le mur de Berlin tombe et le bloc soviétique s'effondre. Un monde nouveau paraît alors se dessiner. En août 1991, l'Union soviétique a implosé, la bipolarité du monde a disparu, donc la guerre froide était terminée, et on croyait en effet que c'était le temps des droits de l'homme, l'époque triomphante des droits de l'homme qui enfin allait arriver et structurer la société internationale d'un type tout à fait nouveau. Et la plupart des Occidentaux, avec des tonalités un peu différentes entre Européens et Américains, mais voient quand même cette situation comme l'incarnation, la concrétisation d'un triomphe occidental tous azimuts. C'est à ce moment-là que Fukuyama parle de fin de l'histoire faute de combattants, puisque tout le monde est d'accord de créer de force avec la conception occidentale de la démocratie, avec l'économie de marché. Au même moment où la bipolarité de la société étatique a disparu, jusqu'en 91, un homme sur 3 vivait sous un régime communiste, le mode de production capitaliste qui était régionalement limité a conquis, comme un feu de brousse, a conquis la planète, a installé une instance de régulation unique, le marché mondial, la main invisible qui s'exprimait par la bourse, et est née cette théorie totalement irrationnelle mais effroyablement dévastatrice du néolibéralisme. Une globalisation de l'économie sous la main invisible du marché dont l'opinion n'a pas encore pris toute la mesure. Pas plus qu'elle n'a perçu l'instrumentalisation des droits de l'homme qui s'annonce. « 1991. Le premier acte de l'après-guerre froide est une guerre d'ingérence menée par l'administration américaine. Les États-Unis interviennent avec l'appui de nombreux pays occidentaux contre l'Irak de Saddam Hussein, au prétexte qu'il tyrannise son peuple et vient d'envahir le Koweït. C'est George Bush lui-même, au moment du déclenchement de la première guerre d'Irak, qui parlait d'un nouveau monde où les libertés seraient respectées, où la démocratie allait triompher. Mais bon, ça, ce sont des promesses de politiciens. La suite de l'histoire montrera que derrière ce discours se cachent des intentions géostratégiques beaucoup plus prosaïques. Le contrôle des champs pétroliers, les intérêts financiers du complexe militaro-industriel, les gigantesques marchés pour la reconstruction du pays. Avec la première guerre d'Irak, se met en place un scénario qui va se répéter. Prétexter la défense des droits de l'homme pour justifier l'intervention militaire. La fin de la guerre froide a créé de nouvelles tensions, de nouveaux conflits liés d'un côté à la chute de l'Empire soviétique et donc à la montée des nationalismes dans beaucoup de pays européens, mais également à la remontée en surface de conflits internes dans beaucoup de pays qui étaient tenus en laisse du fait du conflit plus important entre les superpuissances. Venu du monde des ONG, Bernard Kouchner débarque dans celui de la politique en détournant le fameux droit d'ingérence pour en faire une arme au service de l'État. En 1992, il organise le spectaculaire et très médiatisé voyage du président Mitterrand à Sarajevo, sous les tirs croisés des deux camps. Le droit d'ingérence, limité jusque-là au principe pacifique de la Déclaration universelle de 1948, va se transformer en un devoir d'ingérence. Sous son impulsion,
l'ingérence humanitaire va réussir à s'imposer jusque dans l'hémicycle des Nations Unies. Il y a 194 États membres. La souveraineté de ces États membres, le respect de la souveraineté est la base des Nations Unies. Mais il y a eu 2 résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité crée des normes de droit international nouvelles chaque fois qu'il fait une résolution, de 96 et de 98, qui a créé ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. Parce que si un gouvernement massacre son propre peuple, c'est-à-dire viole massivement les droits de l'homme de son propre peuple, de ses propres nationaux, c'est la communauté internationale qui devient responsable pour protéger ces populations martyrisées. Ce nouveau concept ancré dans 2 normes édictées par le Conseil de sécurité, après encore une fois ces horribles événements du Rwanda 94, Srebrenica une année plus tard, cette évolution du droit international, à mon avis, est heureuse. Le paradoxe de cette notion qui se veut morale, c'est que seuls ceux qui disposent d'une puissance militaire et qui sont prêts à l'employer peuvent en faire état. Donc cette morale qui ne connaît que la force pour triompher, elle pose déjà un problème. Et en effet, aujourd'hui, qui sont les puissances qui peuvent faire appliquer ce qu'elles appellent la responsabilité de protéger ou le droit d'ingérence? Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Pour nous, il nous fallait naviguer entre 2 impératifs. 1, de protéger les droits humains, mais 2 aussi de respecter la Charte des Nations Unies, étant entendu que ceux qui intervenaient n'intervenaient pas pour des motivations qui étaient celles qui étaient proclamées, à savoir la protection des droits humains. Mais, quelles que soient les motivations par ailleurs, disons que si on peut mettre fin à un génocide, même si celui qui intervient est plus intéressé par le pétrole que par autre chose, mettre fin au génocide en soi, on ne peut pas s'y opposer sous prétexte que la puissance qui intervient s'intéresse au pétrole.